Bonjour et bienvenue sur Fafalox Podcast, le premier podcast dédié aux locks en France. Ici, nous parlons de locks et des personnes inspirantes qui les portent. Je suis Fatim. Et moi, je suis Dinanga. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'accueillir une artiste très talentueuse. Elle se nomme Bénédicte. Salut Bénédicte. Salut. Comment tu vas? Très bien. En tout cas, bienvenue sur notre plateau. Mais merci. Merci pour l'accueil. Ici, comme on l'a dit dans l'intro, on parle des personnes qui sont inspirantes, mais qui portent des locks aussi. Ok. On va parler de ta musique, on va parler de plein de choses. Mais avant ça, on a envie de te connaître, vraiment ta personne, d'où tu viens, qui tu es. La première question, c'est de savoir où tu es né et dans quel environnement tu as grandi. D'accord. Alors moi, je suis née en région parisienne. J'ai un petit frère. Et j'ai toujours vécu en région parisienne également. Et je suis d'origine antillaise. Donc j'ai toujours baigné un peu entre les Antilles, la culture antillaise et africaine. Ok, voilà. Cool. Tu es chanteuse. Ouais. Ton style, on peut dire que tu fais de la R&B. Oui, Okay. c'est ça. Et tu as d'autres influences ou... Alors après, j'ai un parcours assez riche musicalement parce que je suis passée par plusieurs phases. Je suis chrétienne également, donc du coup, j'ai pas mal fait de gospel. Et après cela, j'ai intégré aussi des groupes plutôt orientés soul 60s. Donc j'ai beaucoup l'expérience de la scène. Et là, effectivement, je me lance en solo là, pour la première fois. Mais donc, mes influences, elles sont un peu diversifiées entre le gospel, entre la R&B, la soul, même des influences un peu pop-rock, parce que mes musiciens avec qui je travaillais avant avaient ces influences-là. Donc ça m'a quand même un peu marqué aussi. Okay. Voilà. Tu chantes depuis que tu as 11 ans. Ouais. C'est un truc de ouf. Ouais. On peut dire que la chanson, chez toi, c'est presque inné. Ouais, je pense que ça a commencé bien plus jeune parce que mes parents, ils écoutaient de la musique. Donc j'ai toujours baigné, on va dire, dans un environnement où il y avait déjà de la musique, avec des influences un peu funk, soul aussi. Et moi, je voulais vraiment faire de la musique, peu importe avec qui je travaillais, mais je voulais absolument faire de la musique. Et au tout début, je me souviens, j'ai commencé, je crois que j'étais en 5e, en 4e. Et je faisais les bacs d'un groupe de rap, quoi. Ok. Voilà. Mais je voulais absolument faire de la musique, donc du coup, moi, il fallait que... Tu faisais les bacs de rap? Ouais, je faisais. Alors, je faisais les refrains, tu sais, un peu chantés, pour donner un peu des ambiances chantées. Ouais, tu nous disais des ambiances, quoi. Voilà, parce c'est que ça. les bacs dans le rap, c'est vraiment... Non, je faisais pas ça, alors. Non, ouais, les ambiances, tu faisais les ambiances un peu dans les refrains et tout. C'est ça. Et donc, j'ai commencé un peu comme ça, et c'est là où je me suis dit, ah ouais, j'aime bien, en fait, faire de la musique. Et puis après, donc c'est là en parallèle aussi où j'ai fait de la musique donc un peu plus professionnelle avec des musiciens. Et voilà, ça a commencé comme ça très jeune. Et en fait, je pense que vraiment, je voulais vraiment être animée par la musique, donc je faisais plein de trucs différents en même temps. Et puis après, je cherchais aussi à faire du gospel. Je pense que je voulais vraiment expérimenter ma voix, voir ce que je pouvais vraiment faire avec. Et puis après, en parallèle aussi, je faisais du piano, donc j'essayais vraiment de m'occuper avec la musique, en plus de l'école, quoi. Ok. Donc t'es une musicienne aussi, quoi. Tu sais faire du piano. Alors je faisais du piano, mais là j'en fais plus. J'ai plus le temps et ça fait très longtemps que j'ai arrêté. Donc il y a des trucs qui me sont restés, mais aujourd'hui je pourrais pas accompagner ma voix avec le piano. Voilà. Dommage. Ouais. Tu as dit que tu as baigné un peu dans la musique dans ta famille, avec de l'influence de la soul, etc. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres chanteurs? Des chanteurs dans ma famille, non. Par contre, des musiciens. Je citerai du coup une de mes cousines, enfin j'en ai deux d'ailleurs, elles sont sœurs. Il y en a une qui s'appelle Alice Sinefro et qui fait de la basse, qui habite en Belgique. Mon instrument préféré? Ah ouais, c'est le meilleur. Franchement, cet instrument, il fait vibrer l'âme. Et puis elle a sa sœur aussi qui s'appelle Nala et qui elle est un peu plus connue, elle vit à Londres. Donc voilà, j'ai plutôt ces références-là, mais des chanteurs dans ma famille, non. Du moins, peut-être que je les connais pas, mais j'en ai pas en tête. Ok, on va parler un peu de tes locks. Ça fait combien de temps que tu les portes? Ça fait 6 ans. Okay. 6 ans. Un peu comme toi. Ouais, grave, 6 ans aussi. 6 ans. Mais moi, j'ai fait l'erreur de faire des couleurs. Et ça les a tués. Ça abîme un peu. Ouais, ça les a fragilisés. Mais ça fait 6 ans. Ok. 6 ans que Ils ont retrouvé un peu de la force ou Ouais, maintenant, j'essaye de... En tout cas, j'arrête les couleurs, ça c'est certain. Ou sinon, je fais des choses avec un peu du henné. Ouais, ok. Ou des poudres indiennes. Mais j'essaie vraiment de moins les manipuler et de les laisser un peu tranquilles. Là. Une poudre indienne, c'est bien ça? Ouais, je trouve que ça les gaine. C'est naturel. Ouais. Tu t'en utilises pas? Non, Ok. J'ose pas. Ah ouais? Moi, les couleurs, j'ose pas parce que
D'un côté, j'ai vraiment envie d'essayer, parce que j'aime trop ça. Mais d'un autre côté, j'aime trop les locks noirs. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Mes locks, déjà, ne sont pas noirs. Donc oui, t'as les cheveux un peu roux, enfin marron. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça trop joli, mais elle aime pas ça. T'aimes pas? Si, j'aime bien, parce que c'est la nature. Ouais, bah, ça te va bien. Mais j'aurais aimé bien ok. Ben, en tout cas, les poudres indiennes, pour moi, c'est pas forcément colorant. Ça va dépendre aussi de quelle poudre tu vas utiliser. Mais moi, c'est plutôt dans un but de les gainer. De leur donner un peu plus de vitalité. Ouais. Ça a cette fonction aussi, je savais pas. Ouais, ça les gaine pas mal. Donc là, je pense que comme ils étaient un peu fragiles, j'essaie de retourner un peu à ces soins naturels. Ok. Cool, elles ont l'air en bonne santé, en tout cas. Elles sont très belles. C'est gentil. Merci. Je te retourne les compliments. Merci. Également. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer les locks? Alors, j'ai aussi une histoire particulière avec mes cheveux parce que très jeune, donc ma mère, elle me coiffait. Sauf que j'aimais pas en fait quand elle me coiffait. Donc, j'ai voulu apprendre à me coiffer toute seule. Donc, je faisais pas mal de coupes moi-même avec mes propres cheveux, en me faisant des tresses, des vanilles, etc. Puis après, quand je suis arrivée au lycée, jusqu'à la période universitaire, j'ai mis pas mal de lace, des perruques. Ok. Et un jour, j'ai ressenti un dégoût. J'ai ressenti... C'est peut-être brut ce que je vais dire, mais bon, je le partage quand même. Une odeur de mort. Voilà. Oh. Ouais. Parce que du coup, je mettais des cheveux naturels. Et ouais, un jour, donc j'avais la perruque sur moi et j'ai ressenti ça. Du coup, j'en ai plus jamais porté et je me suis dit, alors qu'est-ce que je peux faire avec mes cheveux qui nécessitent peu de temps, parce que ça commençait un peu à être chronophage, je trouvais, de changer de coupe à chaque fois. Et donc, je me suis dit, je vais faire des locks. Voilà. Donc, c'était vraiment dans un but, je pense, de confort et de retour un peu aussi à un naturel, mais qui me permet aussi de faire plein de coupes différentes. Donc voilà, c'est un peu le contexte. Ok. Et quels sont les défis les plus marquants que dont tu as dû faire face, en fait, en te lançant en solo? Dans la musique ? Ouais, dans la musique. Les défis, le premier, je pense, c'est que... déjà, moi, j'ai voulu arrêter la musique dans quelques mois, ça va faire 1 an. Parce que je me retrouvais plus dans ce que je faisais et je pense que c'est bien de s'entourer aussi de personnes qui ont la même vision. Je pense dans tout projet, c'est intéressant d'avoir une motivation commune et une vision qui est la même. Si jamais il y en a un qui est un peu dans un bad mood, ben, l'autre permet de pouvoir rester sur la bonne dynamique. Donc je me perdais un peu dans ça et donc je me suis dit que je voulais arrêter la musique. Donc voilà. Et puis le deuxième défi, je pense là dans le fait de me lancer en solo, c'est de me retrouver seule en fait là. Ouais. C'est que j'ai jamais été seule sur scène, j'ai jamais été seule dans mes projets. Alors je suis accompagnée de Balia, donc qui est ma manager et qui est ma parolière aussi. Mais dans la chanson, dans l'expérimentation de la chanson sur scène, etc., je suis seule. Donc ça aussi, ça m'a fait peur. Parce que je savais pertinemment que si je reprenais la musique, j'allais être seule. Donc c'est ces 2 sujets-là, en tout cas, qui ont été des vrais défis pour moi et que je me suis posé des questions avant de me lancer. Ok. Et qu'est-ce qui t'a permis de surpasser, par exemple, ton envie d'arrêter complètement la musique? C'est la rencontre avec Balia, je pense. Okay. Je pense que je ne m'attendais pas déjà à rencontrer quelqu'un aussi rapidement. Un partenaire vraiment de musique. Et en fait, tout a fonctionné. Et j'avais même le sentiment, et je pense qu'elle partage un peu ce sentiment-là, de l'avoir déjà connu. C'était hyper fluide. C'était très confortable pour moi. Surtout que, voilà, là, j'étais sceptique dans l'idée de reprendre. C'était hyper confortable de me dire, en fait, ça marche. Ça marche très bien avec elle et ça va vite. Donc ça m'a pas mal aidé. Ok, mais quels sont les mots qu'elle a pu te dire pour te convaincre de continuer? Parce que c'est pas facile de... C'est quand même une décision forte que tu voulais... Sachant que tu fais de la musique depuis que tu as 11 ans. Et là, tu te dis, tiens, je vais arrêter. Et une personne que tu rencontres, je pense que ça faisait pas longtemps que vous vous connaissez. Et puis, elle te fasse changer d'avis comme ça. Enfin, qu'est-ce qu'elle a pu te dire? C'était quoi ces mots? Alors, déjà, la rencontre, elle est un peu rigolote parce que finalement, on s'est rencontrés sur les réseaux, sur TikTok. Et donc, moi, je suis tombée sur un de ses posts où elle disait que voilà, elle voulait accompagner des artistes dans le cadre de prestations de services pour rédiger des morceaux. Et moi, d'emblée, j'ai commenté en lui disant tu verras, on va travailler ensemble. Alors que dans ma tête,
je voulais arrêter la musique. Donc il y avait un peu ce paradoxe-là, finalement. Je pense que je voulais continuer, mais je voulais pas l'admettre. Ok. Et donc on est rentrés en contact. Pendant un temps, j'avais un peu peur, je pense, et donc je lui répondais pas. Et on s'est rencontrés pour de vrai, et on a parlé, et je pense que vraiment, ça n'a pas été des mots, je pense que ça a été vraiment l'instant qu'on a vécu, où je me suis dit, ok, c'est bon, je sais qu'on va faire des choses ensemble. Ouais. Je suis sûre. Donc elle m'a rien dit de spécifique, de marquant, mais c'est juste sa présence, je pense, et ce qu'elle m'a fait écouter aussi, parce qu'elle m'a fait écouter ce qu'elle avait pu faire, elle m'a fait lire ce qu'elle avait pu écrire. Et je me suis dit, c'est ça. Ouais, c'est ça, en fait, que je veux faire. Trop bien. C'est beau. Bah ouais, de ouf. Tu fais de la R&B, c'est une musique qui touche l'âme. Ouais. C'est une musique vraiment qui, quand tu entends ça te berce, ça te touche le cœur. Mais toi, qu'est-ce que tu veux transmettre particulièrement à travers ta musique ? En tant que jeune femme, je suis passée par plein de phases dans ma vie, que ça soit des blessures dans le cadre de relations amoureuses, ou même en tant que femme noire dans l'expérience que j'ai pu avoir avec mes parents, avec certaines personnes de ma famille. Et donc, je pense que j'ai envie d'être une voix qui partage des choses qui ont pu être blessantes, des expériences qui ont pu laisser des marques, et aussi être une voix... Dernièrement, je me suis posé la question, je me suis dit, mais sur la partie, en tout cas, parents, relations avec les parents, avec la famille, je pense que j'ai envie, et c'est pas que dans ma famille à moi, je parle vraiment de manière générale, et surtout dans la communauté noire, je pense que j'ai envie d'être une voix pour aussi les mamans. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui ont souffert aussi en amour, mais on leur a pas laissé la place. Ouais. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se reproduisent et qui se transmettent de génération en génération. Et on porte finalement les fardeaux aussi. Donc je pense que j'ai envie d'extérioriser ça et d'être une voix pour aussi ma mère, les mères, enfin voilà. Bénédicte, on va parler de ton projet qui vient de sortir, ton EP Macadam. Oui. Parle-nous de ce projet et aussi du premier titre que tu as lancé, qui est Couler nos navires. Parle-nous déjà de Couler nos navires. D'accord. Et pourquoi avoir choisi ce titre. Et ensuite, nous parler un peu de EP. Désolé, je te pose plein de questions. Ouais, non, mais t'inquiète, j'ai compris. Alors, Couler nos navires, c'est un morceau qui parle de l'instant où finalement tu perds pied un peu dans ta relation en amour. Et tu te rends compte que tu maîtrises plus. Tu es dans un état de tristesse, bien sûr, mais tu maîtrises plus rien. Et je pense que ce morceau, il était intéressant parce que finalement, vu que je veux être une voix pour certaines femmes dans ce sujet-là qui touche à l'amour, bah, c'est hyper parlant. Quand tu vas parler de ces sujets-là, ben, tu ressens au travers des paroles et même au travers aussi de l'émotion que je veux partager, la tristesse que j'ai pu vivre aussi. Donc ça, c'est pour parler donc, de Couler nos navires. Et donc si on s'attarde un peu sur Macadam, alors Macadam, c'est un projet... La ligne directrice, c'est toujours l'amour. L'amour, c'est hyper important pour moi parce que je pense que dans ma vie, j'ai beaucoup espéré aussi en amour, sans pour autant me questionner sur pourquoi. Pourquoi est-ce que j'attendais autant de l'amour mais j'avais quand même envie d'en parler et de parler les différentes phases qu'on rencontrait dans l'amour, donc à partir de la rencontre, le lâcher-prise, l'apothéose qu'on va vivre en amour, et finalement après la rupture et puis la peine, la tragédie qu'on va vivre. Donc ça parle un peu de tout ça, et c'est vraiment un cheminement Macadam, c'est vraiment le cheminement qu'on va expérimenter tout au long de l'EP et qui parle de l'amour. Ok. Tu as dit, tu t'es toujours demandé pourquoi tu attendais autant de l'amour. Est-ce que tu as déjà répondu à cette question du coup ? Oui. Après, il y a des sujets un peu, je pense, très personnels. Okay. Mais si je peux résumer sans vraiment rentrer dans les détails, je pense que, comme je disais, il y a des choses qui se transmettent de génération en génération. Et finalement, des fois, on peut vivre aussi des traumatismes. Et donc, on va chercher, au travers de l'amour, quelque chose. On ne sait pas forcément quoi, mais un échappatoire ou une attention particulière. Donc, je pense qu'il y avait un peu de ça. Et finalement, j'ai pu faire cette rupture-là quand je me suis dit j'ai envie de m'intéresser à moi, à mon identité, à ce que j'étais en tant que jeune femme. Essayer déjà dans un premier temps de travailler sur moi et puis après expérimenter le vrai amour. Voilà.
Est-ce qu'aujourd'hui, tes locks font partie intégrante de ton image ou je pense que c'est quelque chose que tu peux faire sans? Aujourd'hui, ça fait complètement partie de mon image. Dans mon caractère, j'ai aussi un côté, on va dire, rebelle. Que j'ai toujours revendiqué, je pense, quand j'étais plus jeune aussi. Tous les Loxés, j'ai l'impression que c'est des rebelles. Ah ouais? C'est vrai. Ouais, vraiment, et même quand j'avais pas de locks et que je me coiffais toute seule, j'avais toujours un peu des coupes, genre, j'essayais de faire comme Rihanna, mais c'était pas trop ça. Mais les coupes, elles voulaient rien dire, mais je m'affirmais dans ça. Donc je pense que j'ai toujours eu ce côté rebelle-là, et finalement, le fait de porter des locks, pour moi, c'est un acte de rébellion, mais finalement, pour moi, c'est notre essence. C'est notre état naturel, l'état naturel de nos cheveux. Mais pour autant, vu qu'on évolue dans un monde occidental, c'est vu comme un acte de rébellion, quoi. Mais effectivement, oui, ça fait partie de mon identité. Tu vois, quand j'ai commencé à chercher un travail après être diplômée, bah, j'avais mes locks, quoi. J'avais même une couleur rouge sur mes cheveux, et je me suis dit, c'est soit on me prend comme ça, soit on me prend pas. Donc, ouais, ça fait vraiment partie de moi. Ouais. Et est-ce que tu as rencontré des soucis pour trouver du travail? Non. Malgré ce... Non. Comme quoi. Ouais. Quel départ est-ce que tu as fait? En palm rolling, je crois. Ok. Le palm rolling. Le départ? Ouais. Ok. Ouais. Ok. Est-ce que tu as une routine particulière? J'avoue que là, j'ai pas de routine. C'est au feeling? C'est au feeling. Pourtant, je vois bien en fonction des saisons que mes cheveux ils réagissent différemment. Par exemple, là, ils sont hyper secs. Ouais. Je trouve que vraiment, ils sont très, très secs. J'ai le cuir chevelu hyper sec. Là, comme je te dis, là, j'essaye de revenir un peu aux poudres indiennes. Mais je suis pas très bonne pour respecter les routines. Par exemple, même des fois, je suis malade, j'ai des médicaments à prendre, je les prends 2 jours et puis après, j'arrête. Oh, purée, on est pareil. J'aime pas ça. J'aime pas. N'écoutez pas ce qu'elles sont en train de dire. Il faut prendre des médicaments. Prenez vos traitements. Voilà. Et parfois, on guérit seul. Ouais, c'est ça. Des fois, je me dis, en fait... c'est pas la peine. Non, j'ai pas besoin. Si on est malade, peut-être qu'il faut vivre la maladie sur le moment. C'est vrai. Mais j'ai pas de routine particulière. Après, je pense que vraiment, les poudres indiennes, ça me fait du bien, en tout cas, au niveau des cheveux. C'est vraiment en tout cas tester ça. Ouais. T'as trouvé une solution pour le cuir chevelu sec? Non, pas vraiment. Ok, parce que j'en ai peut-être une. Ah. J'en ai une. Parce que j'avais le même problème au début de l'hiver, les cheveux très secs, le cuir chevelu sec. Malgré que j'hydrate et tout ça, Et j'ai découvert la camomille romaine. Ah. Ouais. C'est un hydrolat, aromazone, pub gratuite. Ça tue. Ok. Et c'est tellement, tellement efficace. Mais ça veut dire que tu vaporises? Ouais, après, avec de la glycérine. Avec dedans, dans mon vapeau, glycérine végétale, l'eau que je bois, camomille romaine. Tu peux utiliser un autre hydrolat, genre menthe poivrée, romarin. Et franchement, c'est tellement efficace, ça fait tellement du bien. Ouais. Ok. Franchement, surtout en hiver, hein, c'est cool. D'accord. Ça apaise. Et tu mets pas d'huile après pour garder l'hydratation? Même pas. Et tu mets tous les jours? Non, je suis un peu comme toi. Ok, donc ça dépend. Ça dépend, c'est un peu au feeling, au besoin. Quand je sens que c'est vraiment sec, c'est là que j'hydrate. D'accord. En fait, la glycérine vient faire un peu la fonction d'huile, un peu. C'est-à-dire que ça vient nourrir un peu. Ok, d'accord. Ça va plutôt nourrir, ouais. Ça va pas sceller l'hydratation. Ouais. D'accord. Mais c'est encore gras un peu. Oui, c'est un peu plus lourd. Voilà, c'est ça. De l'eau, quoi. Du coup, ça joue son petit rôle bien intéressant. Je vais acheter alors. Après, moi, j'étais tombée sur pas mal de vidéos sur TikTok de filles loxées qui disaient qu'il fallait faire... Alors, non, je mens parce que c'était pas que des loxées, en fait. Et c'était plus pour la pousse, de faire bouillir de l'eau avec du romarin, des clous de girofle et, je crois, du fenugrec. Ok. Voilà. De laisser reposer après la nuit, laisser refroidir, et après, donc, tu filtres et tu mets dans ton vapeau et tu vaporises. Et je trouve qu'effectivement, ça marche bien sur la pousse des cheveux, ça. Oui. Le romarin, c'est connu pour ça. Ok. Clou de girofle aussi. Je savais pas pour le fenugrec. Ouais, le fenugrec aussi. Oh bien, on en apprend beaucoup sur le podcast. Ok. À quel âge tu es montée sur scène pour la première fois? À quel âge? Je dirais à 13 ans. Ok. Ouais, à 13 ans. Quel souvenir tu gardes de ça? J'avais peur quand même. C'est dur en fait la scène finalement parce que t'es confronté à plein de regards et il suffit que toi-même tu sois pas forcément en phase avec ton toit
Et je trouve que c'est un peu déstabilisant. Mais après, c'est un bel exercice, je pense, pour s'assumer et pour aussi mûrir. Ouais, vraiment, je pense que ça m'a aidé à mûrir. Et finalement aussi à garder la face, même dans des situations où tu ne maîtrises pas forcément. Donc à t'adapter, à développer mon adaptabilité. Ok. Ouais. C'était dans quel cadre que tu montais sur scène? En fait, je faisais de la musique, comme je te disais, avec des musiciens. Donc, je dis que c'est professionnel, mais pour moi, c'était vraiment le cas parce que ce n'était pas que du loisir. On avait des dates, etc. Donc, c'était vraiment un projet sérieux. Ouais, c'était un projet... Il y avait plusieurs chanteuses et moi, j'avais mon catalogue de chansons, quoi. Ouais. Mais je suis montée tôt quand même sur scène. Moi, j'étais très jeune, très, très jeune. Mais c'était une belle expérience. Franchement, très belle expérience. Cool. Je veux quand même qu'on revienne sur ta relation avec Balia. Oui. Tu as dit qu'elle est aussi ta parolière. Oui. C'est-à-dire qu'elle écrit pour toi. C'est ça. Comment est-ce que vous bossez? C'est-à-dire que vous cherchez d'abord instrumental ou je ne sais pas si vous faites appel à des instrumentistes en studio. Ensuite, vous trouvez une top line. Enfin, comment vous travaillez? Alors, moi, je ne sais pas écrire. Okay. En tout cas, du moins jusqu'à présent, je me suis essayée à écrire et je ne sais pas si c'est un blocage, mais je n'arrive pas à coucher sur le papier des paroles. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une instru qu'on va chercher sur Internet, principalement. On n'a pas aujourd'hui d'équipe de musiciens avec lesquels on va travailler à partir de rien et on va créer un morceau. Donc, on trouve une instru qui nous plaît. Alors, récemment, j'ai proposé des top lines, mais majoritairement, c'est Balia qui cherche l'inspiration, qui trouve des top lines et puis qui écrit. Après, elle m'envoie donc, ce qu'elle propose sous la forme d'une maquette avec sa voix. Et après, moi, je vais proposer une version et on s'accorde sur ce qui convient, ce qui nous plaît. Et puis après, on va en studio. Ok, cool. On enregistre. Trop direct. Et sur le projet Macadam, c'est elle qui écrit toutes les chansons? Oui. Okay. Oui. Ouais, je travaille avec Balia exclusivement. Ok, trop bien. Ce serait trop bien qu'elle se loxe pour pouvoir venir sur le plateau. Mais je lui ai déjà dit. Et je crois que ça fait la 3e personne, là. Ouais. J'espère qu'elle entend bien. Mais elle te dira qu'elle a trouvé une alternative au lox. Et elle peut faire toutes les coupes avec son alternative. Mais je reste convaincue qu'un jour, il faudra qu'elle se loxe. Voilà. J'ai espoir. J'espère. Elle ne le sait pas, mais j'ai espoir. Est-ce que tu peux nous parler de ta pire et ta meilleure expérience avec les lox? Ma pire? La pire, je pense que ça a été quand j'ai fait mes couleurs. Ouais, les couleurs. Parce que au début, t'es content. Après, ça devient un cauchemar. Parce que finalement, tu tues ton cheveu. T'as fait la décoloration? Ouais. Non, mais j'ai fait plein de choses. J'ai fait rouge. Après, j'ai fait décoloration. Rouge, pour intensifier le rouge. Après, j'ai fait décoloration et j'ai fait blond. Et en fait, là, je voyais mes cheveux, mais c'est avec du recul. Hein. Quand j'ai regardé les photos, je me suis dit, mais là, en fait, je faisais n'importe quoi. Mes cheveux étaient plats, je ressemblais à une serpillière. C'était horrible. Et je pense que je me suis... Ouais, j'ai tué, en fait, mon cheveu, quoi. Donc, ça se cassait, les bouts se cassaient au fur et à mesure. Et je voyais pas l'évolution aussi de mes cheveux. Je me disais, mais je comprends pas pourquoi. C'est parce que je faisais des couleurs chimiques, en fait. Donc ça, je pense que ça a été vraiment ma pire expérience. Et ma meilleure expérience, je pense qu'en fait, j'en ai pas, mais c'est tout le process que je vis avec mes lox. Du début jusqu'à maintenant. Hors l'expérience avec les couleurs, bien que c'était stylé quand même. mais tout le process, parce que je me souviens, le premier jour où je me suis loxée, je me souviens, c'était en été, je ressemblais à rien, c'était tout plat, on aurait dit que j'avais des verres sur la tête. Mais même ça, je me dis, mais c'est une naissance. C'est comme si je renaissais. Ouais. Et après, mes cheveux ont commencé à gonfler. Et je me suis dit, waouh, il se passe quelque chose là, en fait, avec mes cheveux. Puis après, finalement, ils se sont condensés, ils se sont durcis. Et je trouve que c'est... Il y a plein de gens qui disent que c'est comme une plante, mais ouais, je pense que c'est vraiment comme une plante, en fait. Donc, tout ce process-là, pour moi, c'est la meilleure expérience que j'ai eue avec mes lox. Trop bien. Bénédicte, si on ouvre ton application Spotify, je sais pas si j'ai Apple Music. Apple Music, ok. Quel son on trouve? Quel son on retrouve?
Ah, il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de choses. Erykah Badu, The Other Side of the Game. C'est un morceau qu'elle a fait que j'aime beaucoup. Yeba, Stand, son morceau Stand que j'aime beaucoup. Il y a un artiste que j'aime bien, que Balia aussi aime bien. Il y a Kifi. Comment? Kifi. K-Y-F-Y. Ok. On va écouter. Il a vraiment une voix hyper singulière et que je trouve très intéressant. Et j'essaye vraiment de renouer un peu avec la scène française parce que j'écoute pas beaucoup d'artistes français. Principalement, moi, c'est des artistes américains que j'aime écouter. T'écoutes pas du tout d'artistes français? Bah là, j'essaye un peu plus. Donc, Kifi, du coup, il est français. Après, en artiste français, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, mais à l'ancienne que j'écoutais, par exemple, Poilène, tu vois. Okay. Dans la scène qu'il y avait avant. Mais là, récent, je pourrais pas t'en citer d'autres. Hein. Bon, t'écoutes pas de la musique française, mais ton son Couler nos navires s'est retrouvé dans une belle playlist, Le Miel. Ouais. Quasiment, je crois que c'était au bout de 3 semaines après sa sortie, quelque chose comme ça. Je me souviens plus. Mais comment ça se fait? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Mais franchement, moi, un matin, je me lève et Balia m'envoie un message. Et elle me dit qu'elle a un de ses amis qui, je pense, lui, a Spotify, et qui a dit qu'on était dans la playlist. Mais je me suis dit, moi, je suis pas en fait ça. Donc je me dis, il y a quelqu'un qui a fait une playlist cool, quoi, qui a mis notre morceau, c'est super sympa. Et en fait, c'est après que Balia m'a expliqué que non, c'était, je crois, la 2e playlist ou 3e playlist R&B qui était la plus écoutée sur Spotify. Je me suis dit, alors qu'on n'a rien, enfin vraiment, on n'a rien fait, quoi. Le morceau, il est sorti, et puis ça a été relayé effectivement par différents médias indépendants plutôt orientés R&B. Mais peut-être que c'est ça. Le fait qu'ils aient relayé, ça a facilité, c'est arrivé dans les oreilles des curateurs de Spotify, et ensuite ils ont placé le morceau. Mais en tout cas, on était très contentes, hein, franchement. C'est mérité. Ouais. Le son, il est vraiment doux. C'est vrai. Du miel. C'est grave gentil. Clairement, faut le dire. C'est grave gentil. Est-ce que tu as remarqué un avant et après? Point de vue chiffres ou quoi? Ouais, carrément. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais déjà, on s'était mis des petits objectifs avec Balia, vraiment, quand on a commencé à se rencontrer. Et notamment en volume, en termes d'auditeurs, en termes d'écoute, et on les a déjà dépassés. Ok, cool. Je pense que les gens nous observent, en fait. Je pense que les gens regardent. Alors, oui, effectivement, il y a des gens qui nous ont contactés, des personnes de la musique, mais tu vois, rien de concret. Tu vois, aujourd'hui, on n'a pas de choses, on n'a rien signé ou quoi. Mais on sent que les gens, effectivement, sont attentifs. Ils sont en train de peut-être d'attendre ce qui va sortir après, quoi. Ah oui. Je pense. Carrément. En tout cas, vous qui nous écoutez, allez streamer l'EP Macadam. Il y a des très bons morceaux. Vous n'allez pas être déçus. Soyez-en sûrs. Comment est-ce que tu décrirais l'énergie que tu souhaites partager, véhiculer à travers ton EP? L'énergie? Ou à travers ta musique de manière générale? Ouais. En fait, je suis très sensible. Tu l'as dit, je crois, au début. Le R&B, c'est une musique qui touche l'âme. Et en fait, je suis très sensible aux artistes qui vont toucher mon âme. Donc, j'espère pouvoir aussi partager ça. J'ai pas envie de faire de la musique juste pour faire de la musique. J'ai pas envie de faire de la musique parce que voilà, c'est juste divertissant. J'ai vraiment envie de marquer, de laisser mon empreinte et que ça procure une émotion quand on écoute ma musique. Donc ça, c'est vraiment mon objectif. Que ça guérisse aussi, finalement. C'est un peu comme un sédatif. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'on se remet d'une rupture amoureuse. Et j'ai vraiment, au travers de l'EP, j'ai envie de montrer qu'on passe tous par là, mais on s'en sort. Et que finalement, on n'est pas seul dans cette expérience-là. On ne vit pas cette expérience-là. On n'est pas... on ne vit pas cette expérience de façon unique, quoi. On est vraiment tous rattachés à ça. Okay. On reste encore un peu sur ton EP Macadam. T'as prévu de sortir combien de clips? Alors, les clips. C'est un vrai sujet. Les clips, c'est... Je pense que si on pouvait, on aurait fait sur tous les titres, on aurait fait un clip à chaque fois. Maintenant, c'est hyper onéreux. Enfin, clip...
Donc, la question qu'on a envie de se poser aussi, c'est est-ce que ça a du sens de faire un clip ? Si on fait un clip, pourquoi on ferait un clip ? Est-ce qu'on fait un clip parce qu'on a l'habitude de se dire que on fait un morceau, donc on fait un clip ? Ou est-ce qu'on se dit non, on a vraiment envie de marquer ou de partager un message en faisant un clip ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le fait même de faire des petits teasers, des petits visuels, c'est suffisant. D'avoir des photos ou des petits visuels, je pense que c'est vraiment suffisant. Il n'y a pas besoin de faire des clips. Surtout quand on n'a pas les moyens. Aujourd'hui, on est indépendant. Ouais. Donc, on n'a pas les finances qui nous permettraient de faire un clip à chaque fois qu'on sortira un morceau. Je suis complètement d'accord. Ça coûte très cher. C'est cher. Ouais. Vraiment. Je suis aussi dans la musique. Donc, je développe aussi un artiste. Et je suis d'accord, c'est très cher. Les visualiseurs, je trouve que c'est un bon compromis. Ouais, c'est ça. Les visualiseurs, c'est un bon compromis. Ça se fait de plus en plus maintenant. Même les grandes stars en font. Donc, c'est un très bon compromis. Donc, Et visualiseur, franchement, je pense qu'on peut en faire si quelqu'un qui manie bien la caméra, même avec des iPhones. Ouais, c'est ça. Tu taffes la colorimétrie. On se disait ça avec Balia. Finalement, même avec un iPhone, tu vois, par exemple, sur Couler nos navires, j'étais en vacances et j'ai fait un visuel. Je me suis dit, vas-y, je teste des trucs. Et on s'était dit avec Balia, voilà, on essaye de faire du homemade. Finalement, ça a été repartagé et c'est suffisant, quoi. Donc, je pense que c'est peut-être de voir un visage sur le projet et puis que ça colle avec aussi l'ambiance du morceau. Mais de là à mettre 5 000, 6 000 euros, et je suis gentille, sur un clip... Ouais, c'est chaud. T'as parlé de votre indépendance. Est-ce que c'est quelque chose que vous tenez absolument à maintenir ou vous êtes ouvert à une possibilité de signature en label, ça va disque ? Ça va dépendre, je pense. Effectivement, la musique, c'est aussi dans un but de pouvoir collaborer. Et je pense que quand tu travailles avec des gens de l'industrie, ça te permet de monter en puissance. Parce que tu as des finances aussi, tu as des contacts, tu as des choses qui vont beaucoup plus vite, on peut te passer sur des scènes parce que voilà, tu passes par un label. Je pense que dans le milieu de la musique, si tu passes par un label ou alors un professionnel de la musique qui est identifié, il y a des choses, ça va beaucoup plus vite. Alors que si tu es indépendant, effectivement, on va peut-être pas te calculer. Maintenant, je pense qu'il faut être vigilant quand tu signes parce qu'il existe différents contrats. Il y a des contrats qui sont hyper... qui te ferment, quoi. Qui te ferment sur d'autres opportunités. Et finalement, c'est pas si intéressant que ça. Donc, peut-être un contrat de distribution ou, tu vois, quelque chose d'alternatif, mais un contrat, par exemple, d'artiste, je pense que ça te cloisonne beaucoup. Voilà. Donc, je suis pas fermée. Et je pense que Balia non plus. Mais ça va dépendre de ce qu'on va être vigilante à ce qu'on va nous proposer. Peut-être un contrat de licence, un bon compromis, peut-être, non ? Mais tu vois, ça, je connais pas. C'est quoi exactement ? Contrat de licence, c'est qu'en fait, tu donnes ton œuvre à une maison de disques qui, elle, va l'exploiter pendant tant d'années. Ok. Ouais. Et comment, toi, tu te génères des revenus avec ce contrat ? Il te reverse ? Ouais, il te reverse. Une partie pour un pourcentage. D'accord. Donc, c'est entre le contrat d'artiste et le contrat de distribution. Maintenant, il y a même distribution améliorée. Je ne sais pas si tu vois. Ça, c'est un bon compromis, ça aussi. Non. Distribution améliorée, c'est un peu comme la distribution, sauf qu'ils vont rajouter une avance, ou en tout cas, ils vont baisser ton pourcentage parce qu'ils vont financer le marketing, la promotion. Parce qu'en distribution, c'est qu'ils te donnent une avance et tu fais ce que tu veux. Ouais. Tu vois, tu te donnes une avance, toi, tu es staffé, tu as tes beatmakers, tu as tes musiciens, tu as tes clippers, etc. Avec ton avance, tu peux faire ce que tu veux. Et tu fais aussi ton marketing avec l'avance qu'ils te donnent. Sauf que là, ils te donnent une avance, certes, mais ils vont prendre un peu plus de pourcentage parce que c'est eux qui vont financer le marketing. Ouais, parce que tu délègues cette partie-là. Voilà, tu délègues le marketing, la promotion, etc., sur des passages en radio, etc. Après, je pense qu'aujourd'hui, on peut se constituer son équipe, en vrai. Je pense que surtout avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de... tu vois, par exemple, là, avec Balia, on essaye aussi d'aller à la rencontre des autres et de parler avec des gens, de rencontrer des gens. Et finalement, on s'aperçoit qu'on peut rencontrer plein de gens juste en sortant. Et après, sur les réseaux sociaux, quand tu les suis, tu regardes un peu leur travail. Donc finalement, je pense que ça va dépendre de ce que la personne aussi elle recherche. Est-ce qu'elle veut avoir sa tranquillité et tout déléguer ou alors elle se dit non, j'ai envie de garder aussi un peu mon indépendance, finalement, la main sur mes projets
et je gère cette partie-là. Je pense que nous, on serait plus sur le fait de déléguer, mais d'avoir notre équipe quand même. De ne pas déléguer forcément au label, tu vois. Toi, je sais pas quel est ton avis sur ça aussi. Mais... Je suis carrément d'accord avec toi dans le sens où y a rien de mieux que l'indépendance. C'est vrai que quand tu es, entre guillemets, personne, c'est bien d'avoir un coup de boost au début, sauf que ça sert à rien d'avoir un coup de boost pour être verrouillé, quoi. Ouais, c'est ça. Donc l'idée, c'est d'avoir une certaine... avoir quand même les champs de possibles assez ouverts pour pouvoir t'exprimer et voler un peu de tes propres ailes. Donc je suis d'accord sur ça. Moi, c'est le contrat que je kiffe en ce moment, parce qu'il est un peu nouveau, ce deal, distribution améliorée pour les artistes. Franchement, je trouve ça, c'est vraiment le meilleur compromis. Et ça se fait de plus en plus, à condition que tu sois bien staffé. Parce que si on te donne des sous et que... T'investis dans des trucs qui sont pas quali, bien sûr. Donc, mais je pense qu'en amont, il faut peut-être déjà faire son équipe. Il faut faire son équipe, tu vois. Et après... Avoir des gens, t'as ton beatmaker, tu sais que... en fait, vous avez un petit label, entre guillemets, où vous avez des partenaires, si on peut dire ça comme ça. Tu sais que voilà, c'est le beatmaker, il t'arrange un peu, ou l'ingé son, il t'arrange un peu. T'as ton clipper qui fait que tu sais que quand tu prends... Tu additionnes tous tes coûts, tu as quelque chose qui est assez abordable. Donc ça rentre dans tes coûts. Et finalement, tu peux justement aller prétendre et chercher ce genre de contrat. Parce que les maisons de disques, ils sont pas bêtes aussi. Ils donnent pas de contrat de distribution à des personnes qui ne sont pas staffées, etc. Eux, ils font tout pour te signer un artiste. Parce qu'il y a plus d'intérêt pour eux. Tu vois, parce que quand tu signes un artiste, généralement, je dis pas qu'après chacun a son contrat, mais généralement c'est du 15,85 contrat d'artiste. Ils sont gourmands quand même. Généralement c'est ça. Du coup, quand ça pète, ils prennent 85%. Mais bon, c'est le jeu. Parce qu'ils se disent qu'on a pris des risques. Parce qu'en réalité, les maisons de disques financent beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes. Ils vont financer 10 artistes. Par exemple, sur les 10, il n'y en a que 1 ou 2 qui vont péter. C'est un investissement, c'est une prise de risque, c'est sûr. Du coup, ils veulent sécuriser pour récupérer au max. C'est ça. Mais aujourd'hui, la tendance, comme tu dis, avec les réseaux sociaux, TikTok, etc., la tendance, elle est en train un peu de s'inverser. Donc les artistes, ils vont moins dans les contrats d'artistes. C'est ça. Ils vont chercher licence à la rigueur ou distribution améliorée encore. Et puis après, j'ai vu aussi que... Après, c'est sur un échantillon d'artistes, mais je trouvais que les gens se tenaient beaucoup plus au fait de la législation aussi, et se faisaient encadrer par des avocats. Donc, les gens s'intéressent beaucoup aussi en amont à quels sont les impacts du fait de signer ou pas. Donc, plus comme avant, je pense. C'est clair, les gens sont plus éveillés sur ça. Est-ce que tu peux nous dire quel serait ton feat ou tes feats de rêve? Mon feat de rêve. Artiste mort ou vivant? Ça fait prétentieux de ne pas répondre. Mais c'est parce que je réfléchis vraiment. Je réfléchis. Genre un artiste que tu aimes tellement que tu dis que en si vrai de vrai. avec le purée. J'ai une artiste, Solange. Si je feat avec Solange, ce serait tellement beau en plus. Elle est forte, elle. En fait, c'est l'expérience qu'elle partage. Tu vois, genre, c'est pas un feat juste... Tu vois, à 11 ans, j'aurais dit Beyoncé, quoi. Beyoncé. Bon, Beyoncé, maintenant, je me reconnais plus trop dans ses projets. Et puis, le personnage m'intéresse beaucoup moins. Mais Solange, pour l'avoir vue en live, pour avoir suivi ses projets et tout, ça m'a trop marqué. Elle est deep. Mais elle, pour le coup, elle touche l'âme. Oui. Ouais. Elle est deep. Franchement, c'est visuel. Ils sont trop marquants. Non, elle est trop forte. C'est unique. Vraiment, c'est de l'art. Donc, si vraiment un jour... Et je crois que la parole est créatrice, comme on m'a dit récemment. Donc, Solange, un jour, on fera un feat. Ce serait magnifique. Voilà. J'aimerais trop écouter ça. Moi, ce serait cool. Hein. En plus, tu l'as dit sur notre podcast. C'est ça? C'est cool, ça. Si on doit revenir un peu sur tes locks, quelle reprise tu fais? Plutôt crochet ou twist? Alors, avant, je faisais du crochet et je pense que ça me va pas. Ok. Tu faisais quel type de crochet? Attends, c'est du crochet ou pas? Latching?
C'est quand tu rentres... Interlocking, alors. Ouais. Quand tu rentres à la racine, là. Ouais. Du coup, en fait, mes locks, ça ne poussait pas. Nous, on déconseille ces techniques. Ouais, j'ai l'impression que... Je comprends que certains fassent. Ouais. Chacun fait ce qu'il veut, en fait, finalement. Mais nous, on n'en fait pas. Nous, on fait plutôt du crochet-broderie. On va venir, en fait, broder le cheveu. Avec un tout petit crochet fin et tu fais rentrer à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. On utilise cette technique. Ça, c'est bien parce que du coup, je trouve que, par exemple, tu peux faire rentrer tes repousses et tu n'es pas obligé de tourner ta racine. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais. Okay. Mais non, moi, c'est palm rolling, souvent. Mais mon problème, c'est que... Mais je pense que je vais aller vers votre technique parce que quand tu tournes, tu dois faire une coupe. Et j'aime pas les coupes. Ouais, alors que le crochet broderie, t'as pas besoin de faire la coupe. Ah bah, ça tient. Tu fais ta reprise tous les 4 mois. Ouais. Ok. T'es tranquille. Ouais. Bah, je veux bien un contact alors. Bah, nous. Fafalox. Mais vous faites? Oui, bien sûr. On est locticien et formateur. Mais je savais pas. Ok. Ouais, si. Ok. Ah bah, ça m'intéresse, parce que là. J'ai trop de repousse en fait et il faut que je camoufle un peu ça. D'ailleurs, t'es à l'aise avec tes repousses? Ouais, je m'en fous. Ok. En vrai, je m'en fous. Je brosse quelques fois, mais je m'en fiche. J'aime pas en fait quand c'est trop net. Ok. J'aime pas. Ouais. J'aime pas du tout. J'aime pas. Parce que je me dis du coup ça contrecarre un peu le concept des locks. Si tu veux que ça soit net tout le temps, bah du coup tu deviens esclave un peu de ça et c'est pas. Il n'y a pas ce côté naturel, quoi. Ah, je comprends complètement d'accord. Après, chacun a sa vision. On partage un peu cet avis. Complètement. Les laisser vivre. Ouais, laisser vivre. Ouais. Tu as dit que tu es antillaise. Du coup, les locks, ça n'a pas vraiment posé de problème dans ta famille? Non. Non, ma mère, elle a été loxée aussi à un moment. Donc, non, franchement, ça pas... Je sais que dans certaines familles, aux Antilles, ça peut poser problème. Alors, c'est plus chez les garçons. Mais moi, non. Ok. Non. Quel lien est-ce que tu as avec les Antilles? Mes parents sont tous les deux antillais. Moi, je suis de la Martinique, précisément. Mes parents, ils étaient fonctionnaires, donc tous les 3 ans, j'allais régulièrement aux Antilles, voir ma famille, etc. Et aussi, je vais en Guadeloupe assez régulièrement, donc voilà. Mais tu vois, par exemple, j'écoute pas de musique antillaise. Alors, c'est pas que je fais un rejet, non, pas du tout. Mais j'aime la musique antillaise, mais je l'écoute pas au quotidien. C'est à l'occasion, par exemple, de rassemblements de famille ou ce genre de choses, mais de moi-même, je ne vais pas forcément en écouter. Par contre, je vais plus écouter du coupé-décalé. Et je pense que c'est parce que dans ma jeunesse aussi, je suis encore jeune femme, dans mon adolescence, j'ai toujours été entourée d'amis ivoiriennes, congolaises, donc j'ai toujours été dans des ambiances. Voilà. Donc ça a toujours fait partie de moi. Et je pense que j'ai une relation particulière aussi avec l'Afrique parce que finalement, ça fait partie aussi de notre identité. Alors en tant qu'Antillais, il y a plein de mélanges. Tu peux avoir un peu des mélanges asiatiques, africains, Amérique du Sud, enfin bref, indiens. Et c'est une réalité, hein, quand tu vas aux Antilles, tu vois plein de mélanges. Mais je pense que j'ai toujours eu ce point d'interrogation par rapport à mon identité. Et finalement, peut-être que mon point de départ, ça a été la musique, la musique africaine. Et puis après, dans cette continuité-là, j'ai aussi voulu de moi-même aller voir ce que c'était, l'Afrique. Et donc, j'ai commencé par le Sénégal, et je me suis arrêtée là, parce que je n'ai pas encore trouvé de deuxième pays où voyager. Et tu vois, quand je suis arrivée au Sénégal, j'avais cette sensation d'avoir déjà été là. Ah ouais. Franchement, ça m'a... T'as perturbé. Ça m'a perturbé. Ah, ça m'a perturbé. Et surtout que les Sénégalais, ils sont hyper accueillants. Et dès que je suis arrivée, ils m'ont dit, t'es chez toi ici. Ça m'a marqué l'âme. Franchement, c'était hyper enrichissant. Franchement, là, j'en parle, je suis un peu émue. Je suis très émotive aussi. Hein. Mais mon voyage au Sénégal, ça a vraiment... ça m'a reconnectée avec moi-même. Ouais. T'es resté combien de temps là-bas? 12 jours. 2 jours? T'es partie seule? Non, j'étais accompagnée. Mais tu vois, du coup, quand j'ai été là-bas, j'aurais pu me dire, je vais directement à Dakar, donc qui est la capitale. Et finalement, je me suis dit, non, j'ai pas envie d'aller là. J'ai choisi donc la ville de Somone, donc qui est un peu plus reculée. Je crois que c'est à 1h30, 1h30 de Dakar. Et vraiment, franchement, mais j'ai loué un Airbnb, je marchais dans les rues comme ça, je parlais avec les gens. J'avais même été dans un marché nocturne. J'ai été parler avec des gens. Enfin, franchement, je me sentais vraiment à ma place. Ouais, je me sentais
chez moi, je peux pas dire chez moi, parce qu'en tant qu'Antillais, on peut pas se dire, l'Afrique, c'est chez nous. Parce que non, finalement, on vient de là, mais on peut pas s'implanter comme ça dans un territoire où il y a des gens, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens qui sont pas forcément d'accord avec ça. Tu vois, de dire, les Antillais, par exemple, si demain on se dit qu'on retourne en Afrique, on va où? Tu vois? Dans n'importe quel pays. Mais dans n'importe quel pays. Où tu te sens bien. Mais nous, par exemple, pas forcément d'accord. Nous, par exemple, on est africains. On vient pas tous les deux du même pays. On compte retourner vivre en Afrique, mais dans aucun de nos deux pays respectifs. Et on est allé faire un tour dans le pays Gaule. Genre là, on est revenu là, tout juste. Et franchement, on s'est sentis chez nous. Même dans l'accueil, l'hospitalité des personnes qui sont là-bas. En plus, bon, c'est au Kenya. Depuis tout à l'heure, tu dis pas le nom du pays. On était au Kenya et il y a tellement de loxé. Tout le monde porte ses cheveux naturels, c'est un délire. Au Kenya. On n'a pas vu, on a vu que en quasi 10 jours, on a vu que 2 personnes avec des perruques. 2 personnes. Et c'est pas des lays, c'est tout. Tu vois que la personne, juste aujourd'hui, elle avait la flemme, du coup, elle a mis son chapeau et puis elle est sortie. Franchement, j'abuse pas. Hein. Peut-être j'abuse parce que j'ai pas. Non, une femme sur 2. Ouais, peut-être une femme sur 3. Mais c'est sur 3. Une femme sur 3, mais ça, on le sait pas. C'est un truc de fou. On le sait pas, mais en fait, on le voit pas même sur les réseaux sociaux. Enfin, j'ai pas en tête de. On aimerait vivre au Kenya. Nous, quand on part au Kenya, la première chose qu'on ouvre au Kenya, c'est un institut de LOX. Mais direct, ça veut dire que c'est direct. Et c'est pas la première fois que vous avez été là-bas? Non, c'était la première fois. On kiffe ce pays de loin depuis longtemps. On s'intéresse. On se dit, tiens, il faut qu'on y aille un jour. Et on a pris notre petite fille. Hop, Nairobi, Mombasa. Non, franchement, c'est magnifique. On a fait 2 villes aussi. Ça donne envie. Mombasa, t'es sur la côte, sur l'océan Indien. Ok, d'accord. L'eau claire de ouf. Bonne. Elle est bonne. Cet été, on était dans le sud, pourtant c'était l'été. Ça super chaud. C'est la Méditerranée. L'eau est froide. Ouais. Mais c'était pas possible. C'était pas possible. Son visage. Non, mais c'était pas possible. Mais en vrai, t'abuses un peu. Non. C'est parce que tu reviens du quai. Non, mais quand on compare. Pourtant, attends, non, je tiens à souligner, c'est que quand on est parti dans le sud, il faisait chaud, il faisait très chaud. Il faisait archi chaud. Il faisait plus chaud que canicule, quand on était au Kenya. Au Kenya, il faisait chaud. En fait, le climat, il est un peu tempéré. Il fait pas trop chaud. Il fait pas froid du tout. Il fait pas trop chaud. Mais l'eau est bonne. Ouais, parce que comme les Antilles, quoi. T'as l'eau. J'ai jamais été aux Antilles, mais. L'eau, elle est chaude, quoi. L'eau est chaude. C'est l'eau n'est pas froide. Alors, ton bébé peut aller dans l'eau tranquille, il n'y a pas de souci. Ah non, mais c'est. Ah ouais? Ah, ça donne envie. Franchement, le Kenya, il faut y aller. On recommande. Mais après, c'est hyper cher. J'avais déjà regardé les billets d'avion et tout. Nous, franchement, on n'a pas eu très cher. Ah ouais? Hors saison, alors? Ouais, on a été en janvier. Ok. Ah ouais. Du coup, tu peux te sentir chez toi en Afrique, hein, c'est chez toi. Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, quand j'y vais... Non, je peux pas dire j'y vais. J'ai été une fois. Mais c'est vrai que je me suis sentie chez moi. Et surtout, en plus, j'ai été après sur l'île de Gorée. Ah, mais ça m'a cassé. Hein. Ah, ça m'a cassé. L'ambiance, elle était hyper pesante. Je ressentais trop de choses. C'était lourd. C'était lourd comme expérience. Et après, j'ai été dans la maison des esclaves. Là, j'arrivais même plus à parler. J'arrivais pas à parler. Les gens, ils me parlaient. Je parlais pas. Le guide parlait. J'écoutais pas. C'était... Donc, il y a cette sensation de... On dirait qu'on est déjà venu là. Tu vois, donc... Mais oui. Franchement, moi, je pense que aussi, si je le pouvais, j'irais vivre en Afrique, ouais. T'as un pays en tête? Pour l'instant, le Sénégal. Parce que j'étais qu'au Sénégal. Mais je sais qu'il y a plein de pays où il fait bon vivre. Par exemple, il y a le Bénin aussi. On m'a dit que le Bénin, c'était... on veut faire ce pays. On m'a dit que c'était vraiment bien. Le Bénin, c'est trop beau. J'ai vu des vidéos et tout. Les gens, ils sont courtois, ils sont sérieux. Ouais. Ils sont très sérieux. Vraiment, c'est... Tu sais, il y a beaucoup de caricatures autour du Bénin, avec le vaudou, etc. Tu vois. Mais la spiritualité du vaudou, c'est un très bon côté dans le sens où les gens savent se conduire. Ok. Parce que si tu te conduis mal, il y aura des répercussions. Ok. Je fais un exemple, tu as ta voiture, tu laisses, je sais pas, un iPad sur ton siège. Tu laisses vraiment ton iPad de manière apparente.
Tu pars 1 heure, 2 heures, tu reviens, c'est encore là. Les gens ne volent pas au Bénin. Ok. Ça, c'est vraiment des amis proches qui m'ont dit, les gens au Bénin ne volent pas. Ok. Et ça, je trouve ça très bien, tu vois. Ok. Que la spiritualité a ce côté persuasif, dissuasif, pour empêcher les gens de commettre des délits, etc. D'accord. En tout cas, voilà. Bénin, quel autre pays tu comptes visiter? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Bah oui, coupé décalé. En plus, j'aime bien manger. Ah, moi, j'aime bien manger. Ça. Donc, j'aimerais trop. Et le Ghana. Dernièrement, j'ai vu aussi des vidéos sur le Ghana. Et même le Congo, parce que le Congo, il y a plein de paysages différents. Ouais, de ouf. Moi, j'ai vu des cascades, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais c'est au Congo. Bah ouais, il y a même de la neige. Ouais, c'est vrai. À l'est du Congo, montagne Rwenzori. Je sais pas si je le prononce bien. Vous me corrigerez si je... Ouais. Tu tapes montagne Rwenzori, ski. Il y a des gens qui font du ski. Hein. Ouais. Tu vois des Occidentaux, ils sont en train de skier et tout. Genre, t'as l'impression que t'es aux Alpes. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Non, l'Afrique, c'est trop. C'est un monde. Non, c'est en doudoune et tout. Hein. Tu peux pas aller comme ça. Hein. T'auras froid de ouf. Ouais. Mais c'est pas possible. Mais tu vois, ça, on n'en parle pas non plus. Pourtant, il y a une station de ski là-bas. Et c'est réel. Hein. Les Occidentaux quittent l'Europe, vont là-bas pour faire du ski. Je suis choquée. Et dans un même pays, tu as plein de climats différents. Tu as plein de climats différents. Là où il fait très chaud, d'autres endroits qui c'est un climat un peu plus tropical. Ok. Il y a de tout. Non, mais l'Afrique, c'est hyper riche. L'Afrique, je pense que c'est pas pour rien que c'est... on dit le berceau de l'humanité, mais pour moi, c'est pas le berceau, c'est la maternité de l'humanité. C'est vrai. C'est vraiment... parce que le berceau, l'enfant vient dans le berceau après. Tu vois, c'est vrai. De la maternité. C'est Donc, vrai. l'Afrique, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec ton EP? Que ça nous permette une autre exposition. Parce que là, on en a une à notre échelle. Mais j'aimerais que les gens puissent vraiment l'écouter, qu'on puisse être contacté aussi par certaines personnes du monde de la musique et qu'on puisse avoir des retours qualitatifs. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Plutôt que de se dire c'est une énième artiste R&B, j'ai envie vraiment d'avoir des retours où on nous dit ça, c'est du R&B ou ça, c'est différenciant. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aimerais. Et pourquoi pas avoir des collaborations avec d'autres artistes également. T'es ouverte à des petites scènes? Ouais, carrément. Dernièrement, là, on a fait une scène avec Balia, d'ailleurs. C'était notre première fois sur scène ensemble. Okay. Elle a lu son poème, un poème qu'elle a rédigé. Et moi, j'ai chanté Couler nos navires. C'était à l'occasion d'un événement qui était organisé par, je ne sais pas si tu le connais, il s'appelle Le Troy. Non, plutôt. C'est un artiste. Il joue du piano et il lit aussi des poèmes. Et je pense qu'il doit faire encore plein d'autres choses, vraiment un artiste à part entière. Et il nous a invités à un événement vendredi dernier, donc, qui mêlait lecture de poèmes et chansons. Okay. Donc à cette occasion-là, j'ai interprété Couler nos navires. C'était vraiment émouvant en fait. Tout à l'heure tu parlais de naissance, c'est comme si en fait j'avais accouché quoi. Okay. Vraiment c'était trop bizarre. Genre c'était comme si là pour de vrai. Mais oui, pourquoi pas faire d'autres scènes carrément, des scènes émergentes. De concerts et tout. Oui, pourquoi pas. Franchement, j'aimerais bien. Tu vois, en objectif, j'aurais bien voulu me dire La Cigale quoi. La Cigale. C'est un peu tôt. Mais dans mes objectifs, en tout cas, sur ce projet-là... Il faut commencer petit, il faut commencer des petites salles, même des salles de 100, 200 personnes. Ouais, cool. Carrément. Tu sais, les petites salles, moi j'aime trop les petites salles. Il y a la petite halle, je crois, à la Villette. C'est une petite combien salle. Combien de places Pas beaucoup. Hein. Peut-être à peu près 100, même moins, je pense. Moi j'aime trop les petites salles comme ça. Intimiste. C'est ça. Moi j'ai du mal avec les concerts. Du coup, les petites salles, vraiment, cool. La foule et tout ça, je suis petite, Oui, c'est vrai. Mais oui, les événements intimistes, je trouve que l'expérience, tu la vis différemment. C'est ça. Concert, tu te sens proche de l'artiste, tu ressens vraiment tout. Complètement, oui. Pour moi, ça sera, en tout cas, c'est une étape obligée de faire des petites scènes émergentes, des scènes intimistes, quoi. Pourquoi pas, franchement. Cool. Avant de te poser la dernière question, est-ce que tu veux bien nous chanter un petit morceau de ton morceau? Pourquoi pas? Let's go. Plumé par l'État,
C'est chaud et c'est froid. C'est mon cœur qui givre, le tien qui s'efface, le feu ou la glace. Je fonds mais j'ai froid, je sais pas ce qui t'habite, je trouve plus ma place. Casser notre amour à tous les deux. Souffrance est belle, je veux la voir dans tes yeux. Casser notre amour à tous les deux, c'est vrai que la souffrance te va mieux et je veux couler nos navires. Oh, à couler nos navires, plonger dans le mille, plonger dans le mille, couler nos navires. Oh, à couler nos navires, plonger dans le mille, plonger dans le mille. Wow. Merci. Merci à toi. Franchement, j'ai eu des frissons. Vraiment, ça me touche. Ça me touche. Merci. Franchement, bravo, t'as une très très belle voix. Merci. Merci. Et je pense que ceux qui nous écoutent, là, si vous connaissez pas Bénédicte, vous allez direct taper sur votre Spotify, YouTube, Apple Podcast, musique, ce que vous voulez, pour écouter l'EP Macadam. Yes. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Juste une dernière question. Oui. Si tu devais définir tes locks en un seul mot. Ouh, force. Wow. Ok. Ouais. En tout cas, Bénédicte, merci encore merci une à fois vous d'être venue sur notre podcast. C'était un très bon moment. Ouais, on a kiffé de partager Moi ce moment avec toi. En tout cas, merci à vous, vous qui nous suivez depuis maintenant plusieurs mois. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à commenter, à mettre un pouce et à partager. N'oubliez pas qu'on forme les gens pour apprendre à loxer, à faire des départs, des réparations. On fait aussi des prestations, départs, reprises. Suivez-nous aussi sur Instagram, fafa.lox, également sur TikTok, fafa.lox. Et on se dit à bientôt Ouais. pour un prochain épisode. À très vite. Ciao. Ciao, ciao.